Bonjour et bienvenue. Alors on pourrait se dire que pour changer une vitre, c'est simple. On prend un mètre, on mesure la hauteur, la largeur, et voilà, c'est réglé. Oui, ça semble être l'opération de bricolage la plus évidente du monde. Et pourtant, les documents qu'on a là, un guide sur la mesure de précision pour le remplacement de vitrage, nous disent tout le contraire. On parle d'un exercice de haute voltige où chaque millimètre compte. C'est tout le paradoxe en fait. Ça a l'air basique et en réalité c'est presque de l'horlogerie. La moindre approximation, elle se paie très très cher. C'est justement ce qu'on va analyser en détail. Notre mission aujourd'hui, comprendre pourquoi une mesure, même un tout petit peu à côté, peut vite virer à la catastrophe. Exactement. De quels outils on a vraiment besoin? Et surtout, quelle est cette fameuse méthode pour mesurer comme un vrai professionnel? Et l'enjeu, il est de taille. Le guide est très clair là-dessus. On peut acheter le double vitrage le plus performant du marché, celui avec une isolation thermique incroyable. Oui, S'il est mal ajusté, tous ses bénéfices s'envolent. C'est fini. Il n'atteindra jamais les valeurs théoriques, celles qui sont promises sur l'étiquette énergie. c'est un peu comme s'acheter une voiture de course pour rouler en ville, quoi. C'est exactement ça. On n'exploite jamais son potentiel. D'accord, alors décortiquons ça. Quelles sont exactement les conséquences d'une mauvaise mesure? Il y a plusieurs scénarios catastrophes. J'imagine que si c'est trop grand, ça ne rentre pas, fin de l'histoire. C'est le cas le plus simple, on va dire. Mais souvent, la personne va essayer de forcer un peu. Et là, le vitrage se retrouve posé sous une contrainte permanente. Ah oui, Crac. La casse, direct. Rien que ça refroidit. Et si la vitre est trop petite, même de quelques millimètres, on se dit que ce n'est pas si grave. Un peu de mastic et c'est bon, non? C'est l'erreur classique. Ce petit espace, même minuscule, il devient une véritable autoroute à infiltration. D'abord l'air, j'imagine. D'abord l'air, oui. Ça crée des courants d'air, ça annule une bonne partie de l'isolation pour laquelle on a payé. Et puis, l'eau. L'eau de pluie. L'eau de pluie qui s'infiltre, qui stagne et qui peut faire pourrir un châssis en bois ou même abîmer les murs. Et au-delà du confort, j'imagine que la facture de chauffage doit le sentir passer, ce petit courant d'air permanent. Vous mettez le doigt dessus. C'est ce qu'on appelle un pont thermique. D'accord. C'est une rupture dans la barrière isolante de la maison. C'est comme si on laissait une fenêtre entrouverte tout l'hiver. Au final, on a payé pour du triple vitrage et on se retrouve avec les performances d'un simple. Tout ça à cause de 2 ou 3 millimètres. L'enjeu est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Bon, pour éviter ça, le guide commence par la base, les outils. Et il insiste vraiment sur leur qualité. La précision de la mesure dépend directement de la précision de l'outil. C'est non négociable. Le premier, sans surprise, un mètre ruban métallique. Pas le vieux mètre de couturière tout mou qui se détend. Surtout pas. Ensuite, et là ça m'a un peu plus surpris, un niveau à bulle. Pourquoi un niveau à bulle pour mesurer une vitre? Ah, c'est une excellente question, parce que ça annonce déjà une partie de la méthode. On ne va pas juste vérifier une dimension, on va évaluer la géométrie du cadre. C'est-à-dire, Le niveau sert à vérifier si les côtés sont bien verticaux, si la traverse est bien horizontale, en gros, si le cadre est bien d'équerre. Parce que souvent, il ne l'est pas du tout. d'accord, on anticipe déjà que le cadre n'est pas un rectangle parfait. Exactement. Troisième outil, plus technique, un pied à coulisse. J'avoue que ça, on ne l'a pas tous dans sa boîte à outils. Il est pourtant essentiel. Il sert à mesurer la troisième dimension, celle qu'on oublie tout le temps, la profondeur, ou l'épaisseur si vous voulez. On y reviendra, mais c'est crucial. Et le dernier outil, le plus high-tech de tous, Un carnet et un crayon. un crayon bien taillé. Ça peut faire sourire, mais le fait de noter, ça force à la rigueur. On ne se fie pas à sa mémoire, on écrit chaque cote. C'est un petit rituel qui évite 90% des erreurs bêtes. Bon, on a nos outils. Et là, on arrive au cœur du sujet. Ce qui m'a vraiment étonné dans ce guide, il est formel. On ne mesure jamais la vitre déjà en place. Jamais. Ni l'ouverture dans le mur, ce qu'il appelle le tableau. Alors si on ne mesure ni le verre, ni le trou, on mesure quoi au juste? On mesure l'endroit exact où le verre va réellement être logé. Cet endroit a un nom technique, c'est la feuillure. La feuillure. C'est la rainure, la gorge, qui est creusée à l'intérieur du cadre de la fenêtre. C'est là-dedans que le vitrage vient se poser. Toutes les autres mesures sont inutiles et même trompeuses. La seule qui compte, c'est celle de l'intérieur de cette feuillure. Donc il faut en quelque sorte ignorer ce qu'on voit et aller chercher cette structure qui est cachée derrière les petites baguettes qui tiennent le verre. C'est exactement ça. Et c'est une sacrée nuance. C'est toute la différence entre une mesure d'amateur et une mesure de professionnel. Mesurer ailleurs, c'est la quasi-certitude de commander une vitre avec les mauvaises dimensions. D'accord, je visualise bien cette fameuse feuillure. Maintenant, comment la mesure-t-on?
Le guide parle d'une règle des 3 points. J'imagine qu'on ne se contente pas de poser son mètre une seule fois. Certainement pas. C'est là qu'on comprend à quoi servait le niveau à bulles. Les cabres, surtout les anciens, ils ont vécu, ils ont travaillé avec la maison. Ils se sont déformés. Oui, ils peuvent s'affaisser un peu. Du coup, pour la hauteur, on va prendre la mesure en 3 points, tout en haut, au milieu et tout en bas. Et pareil pour la largeur? Et on fait exactement pareil pour la largeur, à gauche, au centre et à droite. C'est fou, je suis presque certain que la dernière fois que j'ai bricolé un truc du genre, j'ai pris une seule mesure en me disant « Allez, ça va le faire ». Beaucoup de gens font ça, on a de la chance parfois. Mais cette technique en 3 points, c'est une vraie assurance. Ça permet de cartographier la forme réelle de la feuillure et surtout de trouver sa dimension la plus étroite. Et la clé, elle est là. Ah oui, le guide insiste énormément là-dessus. Parmi les 3 mesures de hauteur et les 3 de largeur, on doit toujours retenir la plus petite des 3. Toujours. Pas la moyenne, pas la plus grande. La plus petite. C'est une règle d'or, une sécurité absolue. En prenant la plus petite dimension, on est certaine que le vitrage pourra s'insérer sans jamais forcer, même à l'endroit le plus resserré du cadre. C'est la seule façon de garantir qu'il ne sera pas posé sous contrainte. C'est très logique en fait. Bon, on a la feuillure, on a nos 3 mesures, on garde la plus petite. On a donc notre hauteur minimale et notre largeur minimale. On se dit, bon, ça y est, j'ai mes cotes. Et non, Et non. Le guide explique qu'il faut maintenant retirer quelques millimètres. Alors là, je ne comprends plus. Après tout ce mal pour avoir la mesure la plus précise possible, pourquoi est-ce qu'on voudrait une vitre encore plus petite? ça semble totalement contre-intuitif, je vous l'accorde. Mais cet espace qu'on crée volontairement, ce qu'on appelle le jeu de pose, ce n'est pas une marge d'erreur. C'est un espace fonctionnel qui a 2 rôles absolument vitaux. D'accord, je vous écoute. Quels sont ces 2 rôles? Le premier, c'est le calage. Un vitrage ne doit jamais, au grand jamais, reposer directement sur le bois ou le PVC de son cadre. Jamais. Jamais. Il est posé sur de toutes petites cales en plastique. C'est un peu comme si le verre flottait au milieu de son cadre. Et ce jeu de pose, il donne l'espace nécessaire pour pouvoir glisser ces cales. Et ces cales, elles servent à quoi? Juste à supporter le poids? À supporter le poids, oui, mais aussi à le centrer parfaitement et à garantir que la fenêtre continuera de s'ouvrir et de se fermer correctement. C'est fondamental. D'accord. Le verre flotte sur des cales. C'est une bonne image. Et la deuxième raison pour ce jeu? C'est la dilatation. Tous les matériaux travaillent. Le cadre, qu'il soit en bois, en PVC, en alu, et bien sûr le verre lui-même. Avec la chaleur et le froid. Exactement. Sous l'effet de la chaleur en été, tout se dilate. Avec le froid en hiver, ça se contracte. Ce jeu de quelques millimètres tout autour du vitrage permet à ces mouvements de se faire librement sans que le verre ne vienne buter contre le cadre. Et s'il n'y avait pas ce jeu? La tension serait énorme et le risque de casse serait, là encore, très élevé. C'est donc une sorte de zone tampon, un espace de respiration pour la vitre. Le guide parle de retirer 2 à 4 mm sur la largeur, et pareil sur la hauteur. C'est infime. C'est minuscule, mais c'est ce qui garantit la longévité de toute l'installation. C'est un de ces détails qui n'en sont pas du tout. On a donc la largeur, la hauteur, mais on a parlé d'une 3e dimension, celle qui demande ce fameux pied à coulisses, l'épaisseur. Comment on fait? Elle est tout aussi critique, surtout quand on rénove. Avec le pied à coulisses, on va mesurer la profondeur de la feuillure C'est-à-dire la distance entre le fond de la rainure et... et la surface des parts closes. Ce sont les petites baguettes qui viennent maintenir le verre en place. Cette mesure nous donne l'épaisseur maximale que le nouveau vitrage pourra faire. Et ça, c'est crucial si on veut passer d'un simple vitrage à un double, j'imagine, qui est beaucoup plus épais. Précisément. Si la feuillure n'est pas assez profonde, l'opération est tout simplement impossible, à moins que changer toute la fenêtre. Le guide précise aussi qu'il faut s'assurer que l'épaisseur qu'on choisit sera compatible avec le système de cale qu'on va utiliser. Attendez, une question me vient. Si je suis la logique jusqu'au bout, en mesurant mes 3 points, je me rends compte que mon vieux cadre en bois est un peu de travers, qu'il n'est plus parfaitement d'équerre. Ce qui arrive très souvent. Est-ce que ça veut dire que je dois commander une vitre sur mesure en forme de trapèze? Ça me paraît d'une complexité. C'est une excellente question, et le guide y répond de manière très très ferme. Non, absolument pas. C'est même une erreur à ne surtout pas faire. Ah bon? Ça aussi, c'est contre-intuitif. J'aurais pensé que le verre devait épouser la forme exacte du cadre. Et pourtant, la règle professionnelle est stricte. Le vitrage doit toujours être commandé comme un rectangle parfait. Un rectangle parfait. Toujours, en utilisant les plus petites dimensions de hauteur et de largeur qu'on a relevées. Les petits défauts de géométrie du cadre, eux,
sont entièrement compensés par le jeu de pose et surtout par un calage intelligent. Ah, ce sont les cales qui vont rattraper le coup. Voilà. Les cales ne servent pas qu'à supporter le poids. Elles servent aussi à ajuster, à positionner et à rattraper ces petites imperfections du cadre. Donc c'est le calage qui s'adapte au cadre tordu, et pas le verre. Le verre reste la référence géométrique parfaite au milieu de tout ça. Vous avez parfaitement résumé la philosophie de la pose. C'est le montage qui absorbe les défauts, pas le matériau en lui-même. Bien, c'est beaucoup plus clair, on a toutes nos données. Pour être sûr de ne rien oublier, quelles sont les informations exactes à transmettre au fabricant pour la commande? Alors, le guide les résume en 4 points essentiels. 1. La largeur finale, c'est-à-dire votre plus petite mesure, moins le jeu de pose. D'accord. 2. La hauteur finale, calculée de la même manière. Largeur et hauteur finie, prête à l'emploi. C'est ça. 3. L'épaisseur totale du vitrage, qui doit être compatible avec la profondeur de la feuillure. Et 4, évidemment, le type de verre qu'on souhaite. Double vitrage, acoustique, contrôle solaire. Exactement. Il faut bien le spécifier. Le document mentionne aussi une info optionnelle, une valeur UC. C'est un critère de performance, c'est bien ça? Oui, c'est le coefficient qui mesure la performance de l'isolation thermique du vitrage lui-même. Plus il est bas, plus le vitrage est isolant. On peut le préciser si on a un objectif de performance énergétique particulier. Mais Mais le guide apporte une nuance de taille. Ce n'est pas le seul critère. Un vitrage avec un excellent UG qui est mal posé dans un cadre qui fuit, il sera toujours moins bon. qu'un vitrage moyen qui est, lui, parfaitement installé. La chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Pour finir, le guide donne quelques dernières précautions. Des garde-fous pour éviter l'erreur bête de dernière minute. Ce sont des conseils de bon sens, mais qu'on oublie vite. Le premier, mesurer sans obstacle. Il faut enlever les stores, les moustiquaires, tout ce qui pourrait gêner l'accès à la feuillure et fausser la lecture du mètre. Logique. Et le deuxième, un grand classique du travail de précision. La double vérification. Ce que la source appelle la vérification croisée. Une fois qu'on pense avoir fini, on range tout et on recommence depuis le début. On remesure tout une seconde fois. C'est le meilleur moyen de se rendre compte qu'on a mal lu un chiffre ou qu'on a fait une petite erreur de calcul pour le jeu de pose. Et il y a ce conseil qui revient tout le temps dans le document, comme un filet de sécurité ultime. C'est peut-être le plus important de tous. En cas du moindre doute, Si on le sent pas, voilà. Si le cadre est vraiment très abîmé, si la fenêtre a une forme un peu complexe ou si on n'est tout simplement pas sûr de soi, il faut faire appel à un vitrier qualifié. L'intervention d'un pro coûtera toujours moins cher qu'une erreur de commande. bon, si on devait résumer les 4 commandements de cette méthode, ce serait quoi, Léa? Alors, 1. Mesurer uniquement dans la fulure. 2. Prendre 3 mesures et ne garder que la plus petite. C'est ça. 3. Ne pas oublier de soustraire le jeu de pose. Et 4. Commander un rectangle parfait, quoi qu'il arrive. C'est une excellente synthèse. Et si on prend un peu de recul, on voit que cette procédure, ce n'est pas juste une lubie de technicien. C'est la seule garantie que l'argent qu'on investit dans un vitrage moderne va réellement se traduire en confort au quotidien. Et en économie d'énergie, Et en économie d'énergie sur le long terme, oui. c'est ce qui fait le lien entre la promesse du produit sur le papier et la réalité, une fois qu'il est installé chez soi. Exactement. C'est une illustration parfaite que dans le domaine de la rénovation, la qualité de la mise en œuvre, de la pose, est aussi cruciale que la qualité des matériaux eux-mêmes. On peut avoir le meilleur produit du monde, s'il est mal posé, son potentiel est gâché. Totalement. C'est une leçon qui s'applique à bien d'autres domaines que le simple changement d'une vitre. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Perfection inévitable du monde réel, ça nous amène à réfléchir dans quels autres domaines de la construction ou de la rénovation est-ce qu'une précision au millimètre près, qui peut sembler excessive au premier abord, est en fait tout aussi essentielle, mais peut-être souvent négligée par les amateurs.